allons commencer ce débat, car c'est un débat, j'insiste sur ce point. Ce n'est pas une conférence, c'est un débat, introduit certes par des interventions liminaires, mais l'esprit de ce que nous essayons d'organiser aujourd'hui, avant la marche qui aura lieu tout à l'heure à partir de 16h30 au départ de la République, l'esprit donc de ce que nous voulons organiser, de ce que nous organisons, je parle du passé, c'est un débat. Donc, quelques minutes de remerciements, de présentation. Je vais essayer vraiment d'être le plus bref possible, puisque l'esprit est que les interventions soient les plus brèves possibles, afin, ce qui n'empêche pas pour les intervenants et intervenants de revenir ensuite dans la discussion, mais l'esprit, je le répète, ce n'est pas une conférence. Donc, les remerciements à nos amis de Solidaires qui ont mis cette salle à notre disposition, ainsi que la Sono, bref, qui nous aident, et des remerciements aussi à tous les jeunes militants et militantes et militants qui assurent la sécurité, qu'ils soient de l'UCL, de Solidaires, de la Jeune Garde, qui sont extrêmement nombreux et mobilisés, ainsi que de l'association antifasciste de Seine-et-Marne, AFA 77. Bref, nous remercions tout le monde. Évidemment, ce débat se tient dans des circonstances particulières. Pas besoin de faire de gros exposés là-dessus, que ce soit en raison de la guerre en Ukraine, ou que ce soit en raison plutôt de la campagne présidentielle et des élections qui vont avoir lieu maintenant dans moins d'un mois. Je saute peut-être toute la partie sur la présentation du RAR, puisque on aura l'occasion d'y revenir peut-être dans la discussion, et puis il y a des documents qui vous permettent de vous renseigner sur ce qu'est le RAR. Je voudrais juste, pour conclure et lancer cette discussion, je vais lire brièvement un texte que le RAR a publié il y a un an, jour pour jour, le 21 mars 2021, qui était donc le 9e anniversaire, et non pas le 10e, de la tuerie de Tsaratora, de l'école juive de Toulouse. Ce texte disait, publié, ce temps de la mémoire doit aussi être celui de l'analyse. À l'époque, une partie du mouvement social n'avait pas réagi face à la violence antisémite de l'assassinat de ses enfants. Nous devons nommer les mécanismes qui ont motivé ces insuffisances dans notre camp politique à gauche, afin de mieux les affronter aujourd'hui. À l'époque, le traitement médiatique minora la part d'antisémitisme dans les motivations de Mera. L'accent fut mis sur un récit présentant la tuerie comme une attaque contre la société, entre guillemets, en partant de l'assassinat des 3 militaires, Imad Ibn Ziaden, Mohamed Aouad et Loïc Liber. Face à ce récit médiatique et politique, une partie de la gauche limita sa réaction à la dénonciation de l'instrumentalisation islamophobe de l'affaire. Elle ne réagit que très faiblement aux actes même du terrorisme et à l'idéologie antisémite qui les sous-tendait. Cette partie de la gauche se montra désemparée face à l'antisémitisme d'un individu issu d'un groupe social subissant lui-même le racisme. Voyant ce phénomène comme une contradiction, elle ferma les yeux sur l'antisémitisme de Mera, car le tueur n'émanait pas de l'extrême droite classique. Certaines organisations crurent résoudre la contradiction en interprétant les actes de Mera comme une réaction mécanique et désespérée d'un, ouvrez les guillemets, dominé face au racisme et à l'impérialisme français, voire à la politique sécuritaire israélienne. En refusant de prendre en compte la centralité de l'antisémitisme dans l'idéologie et les pratiques djihadistes, certains de la gauche se réfugièrent même dans des explications conspirationnistes, voyant dans les actes du djihadisme une manipulation des services secrets français et même au-delà. Cette dérive était déjà apparue lors de l'assassinat d'Ilan Halimi en 2006. Elle facilita une offensive réactionnaire et islamophobe, bien réelle, qui instrumentalisa ce qu'elle nomma la culture de l'excuse, afin d'attaquer l'ensemble du mouvement social et alimenter les campagnes autour d'un supposé islamo-gauchisme.
Dans un contexte où pullulent les mouvements antisémites et régressifs, de QAnon à Daesh, et alors que l'islamophobie s'intensifie, il est plus que jamais nécessaire de rompre avec cette politique du déni face à l'antisémitisme. C'est le sens de l'action du RAR qui réinsère la lutte contre l'antisémitisme, d'où qu'il vient, au sein du combat antiraciste global. Voilà, c'était déjà la contribution du RAR il y a un an. Robert, tu as la parole. Merci, j'espère que je ne vais pas déclencher de polémique. De toute façon, toutes les questions vont pouvoir être abordées. Avant de commencer, je voulais avoir une pensée pour Alain Krivine, qui nous a quittés hier et avec qui j'ai eu des différences et des divergences, mais qui a été au cœur de mon parcours militant et du parcours militant, je crois, de pas mal d'entre nous. Donc je pense que c'était important, en tout cas pour moi, d'avoir une pensée pour lui. Bon, je vais aborder la question. Vous avez vu, j'essaie de pas être trop long, vous avez vu que dans le rassemblement qu'on va faire tout à l'heure, auquel il faudra que vous participiez, vous n'êtes pas seulement venu là pour vous asseoir et nous écouter, mais il faudra marcher après. Vous avez vu qu'on fait le rassemblement jusqu'au parvis des 260 enfants qui ont été déportés et assassinés par les nazis. Et c'est pas un hasard si on a choisi, au moment des 10 ans des assassinats de l'école juive de Toulouse, c'est évidemment pas un hasard si on a choisi ce lieu d'arrivée. C'est que en 2012, 3/4 de siècle après la Seconde Guerre mondiale, il s'est trouvé que des enfants ont été assassinés, le plus petit avait 3 ans, que des enfants ont été assassinés parce qu'ils étaient juifs. Ce fait fondamental dans la société française de l'époque a été, je crois qu'Albert nous a lu le texte du départ, ce texte a été largement occulté. On va pas revenir sur les réactions de toutes les organisations, associations, etc. Mais il y a certains journaux de la gauche et de la gauche radicale notamment, où dans l'article, le terme juif et le terme antisémitisme n'existait pas. Ou bien une autre publication de gauche radicale, publicité une fois le terme juif, etc. Mais ce fait fondamental, c'est-à-dire que dans la France de 2012, on peut assassiner des enfants parce qu'ils sont juifs, on fait les nazis évidemment à une autre échelle. Ce fait fondamental a été largement occulté au profit de ce qu'a dit Albert, attaque contre la société, et puis tous les débats sur le rôle de la police, ceci, cela, pas négligeable, mais qui n'était pas le fait fondamental. Et il y a eu peu de mobilisation. Moi, je me souviens d'avoir participé à la manifestation de Paris, où il y a eu 4000 personnes, 4000 personnes pour dire, par rapport à cet événement-là, c'est effectivement vrai. Et cette situation-là, ce déni dont Albert a... C'est plus près, on entend mal. Oh, je peux parler plus fort. Non, c'est bon. Cette situation-là, je crois qu'elle n'est pas venue immédiatement. Ah, c'est trop près. Voilà. C'est trop. Cette situation-là, c'est-à-dire ce déni par rapport à l'antisémitisme, n'est pas intervenu en 2012. Ce déni, ces réactions telles que je les décris, elles sont le reflet de ce qui se passe en France depuis le début des années 2000, ou depuis le début des années 2000, on a de la part d'une partie de la gauche, et notamment sa partie la plus radicale malheureusement, on a un déni de l'antisémitisme. Alors ce déni a été analysé dans pas mal d'ouvrages, mais on reviendra sans doute dans la discussion. Je crois que ce déni a 2 causes fondamentales, qui sont un peu explicitées au moins une était explicitée dans le texte. C'est d'une part que l'antisémitisme des années 2000 n'est plus principalement, même s'il demeure l'antisémitisme d'extrême droite à l'USCC, mais les actes antisémites viennent de milieux eux-mêmes discriminés, eux-mêmes racisés, comme on dit maintenant, et donc ça c'est une des explications des hésitations de la gauche radicale, et l'autre explication c'est bien sûr le mélange de la question avec la question Israël-Palestine, etc. Alors, je crois que ce sont ces 2 explications fondamentales qui expliquent ce déni de la gauche radicale, ce déni évidemment extrêmement grave. Et ce déni a été relayé par une série d'intellectuels. Je ne vais pas citer les choses là-dessus, je ne vais pas citer les différents intellectuels. Par exemple, nous citons qu'un de ces intellectuels, Edgar Morin, qui en 2012, je ne citerai pas Badiou, parce que Badiou, tout le monde sait qu'il s'est trompé sur presque tout depuis un demi-siècle, bon. Mais Edgar Morin en 2012, Edgar Morin qui est peut-être très respecté à gauche,
dès qu'il écrit quelque chose, le nom du contact, une demi-page, etc. Edgar Morin écrit parle en 2012 d'un antisémitisme imaginaire. En 2012, c'est-à-dire au moment où il y a l'affaire Mera et où il y a déjà eu, évidemment, Ilan Halimi, etc. Badiou, dans un autre livre, écrit qu'il y avait des bagarres, mais il ne se passait rien d'irréparable. Mais pour Ilan Halimi, évidemment, ça avait été irréparable, et pour d'autres, ça le sent. Donc cette situation-là, depuis le début des années 2000. Alors après 2012, je vais essayer d'aller plus vite. Après 2012, vous le savez, il y a eu d'autres assassinats, il y a eu l'Hypercacher, il y a eu Sarah Halimi, il y a eu Mireille Knoll, et il semble bien que les événements de 2015, l'Hypercacher, ont provoqué une réaction, y compris dans les milieux de la gauche radicale, c'est-à-dire la prise de conscience qu'il se passait quelque chose à propos de l'antisémitisme. Et il y a eu, semble-t-il, une certaine prise de conscience, même si encore insuffisante. Alors, c'est lié aussi au fait qu'il y a en même temps les assassinats de Charlie, etc. Mais il y a une certaine prise de conscience qui existe. Ceci dit, cette prise de conscience, elle est restée insuffisante. Et à chaque fois qu'il y a des événements antisémites, et à chaque fois que des manifestations sont proposées, il y a des réticences. On l'a vu là quand on a proposé l'organisation de cette manifestation. Ça n'a pas été facile, et une série d'organisations politiques qui ne nous ont pas répondu. Donc ce déni continue d'exister. Ce déni, on le trouve aussi dans ce que Jean-Luc Mélenchon a raconté il y a 6 ou 7 mois, lorsque, vous savez, il a dit, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, il se passe des choses, il y a des assassinats, etc. Et il a dit, notamment à propos de Mera, c'était écrit. C'est-à-dire qu'on gomme complètement une vision complotiste, comme si le gouvernement français avait envoyé quelqu'un pour tuer des enfants juifs avant les élections présidentielles. Et puis on gomme complètement l'aspect antisémité. Le lendemain, il a été interrogé, il est revenu en arrière, comme il fait d'habitude, un pas en avant, 2 pas en arrière, ça rappellera. Et le lendemain, il dit, oh, c'est pas bien de tuer des enfants. D'ailleurs, je le sais, je suis grand-père. Il fallait être grand-père pour savoir que c'est pas bien de tuer des enfants. Mais il ne dit pas ce qui est fondamental, ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'on a tué des enfants parce que c'était juif. Et ça reste un problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des progrès, mais je crois que encore aujourd'hui, les problèmes se posent. Et ce qu'écrivait Brigitte Stora en 2016, c'est-à-dire que sont nos amis devenus, ça reste d'actualité. Et un des buts de ce débat et de rassemblement d'aujourd'hui, c'est de dépasser cela, de retrouver nos amis et d'en avoir d'autres. Et en plus, il a fait la transition lui-même. Merci beaucoup, Robert. Donc, Brigitte Stora. Préparez vos questions, interventions, discussions. Nous avons le temps pour le faire. Et dès que Brigitte Stora puis Emmanuel Sanders seront intervenus, nous ouvrirons très largement la discussion. Alors, effectivement, au début des années 2000, on a vu de nouveau une parole anti-juive se libérer de manière très violente. On a vu dans les manifestations, notamment pro-palestiniennes, etc., des morts aux juifs, avec un consentement d'une partie quand même très importante des autres manifestants et de la gauche en général. Certains à l'époque ont dit, eh bien, c'est parce que la cause est mauvaise, complètement, ça c'était à droite, ou bien la cause est bonne, mais ce sont des dérapages. Et là-dessus est partie toute la réflexion, à mon avis, qui nous a fait plutôt régresser sur la question du nouvel antisémitisme. Sauf que l'histoire est revenue, à peu près de la même manière, quelques années plus tard, avec les Gilets jaunes, autre population, autre revendication, cette fois-ci, rien à voir avec les Juifs, enfin, si tant est que la Palestine avait quand même à voir avec Israël, etc. Là, nous sommes passés directement du diesel à Rothschild sans transition, et pareil, un consentement à ce qui était des dérapages, bien sûr, enfin des dérapages, c'est-à-dire pas tous les Gilets jaunes qui ont dit des horreurs antisémites, mais c'est une majorité qui a consenti. On a aujourd'hui encore, quelques années plus tard, la même chose avec les antivax. Là, c'est encore plus problématique parce qu'il y a beaucoup de conspirationnisme dans cette histoire-là. Et on a
à nouveau le même scénario. Alors qu'est-ce qui se passe? Michel Riozarsé a très justement rappelé les insuffisances de la gauche. Nous sommes de gauche. Et c'est ici, c'est à gauche qu'on a pensé l'émancipation et la lutte contre l'injustice. C'est donc normalement dans ce camp-là qu'on aurait dû réfléchir à la question de l'antisémitisme. Or, sur cette question-là, il reste une mise en exception. C'est de cette mise en exception qu'il faudrait qu'on soit capable aujourd'hui de parler, parce que Robert faisait référence très gentiment à mon livre, donc écrit il y a quelques années, où je racontais cette grande solitude, ce grand chagrin d'avoir voulu être avec les autres, d'avoir milité, de s'être retrouvé à nouveau dans une certaine solitude, parce que finalement, pas de dénonciation de l'antisémitisme. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'était un livre finalement assez générationnel, parce que toutes les générations ont vécu cette chose-là. Ce qui se passait avec ma génération, de gens qui sont nés au moment des indépendances nationales et des mouvements qui commençaient, féminisme, etc., c'est que la gauche traditionnelle, le marxisme, avait de toute façon des points aveugles, évidemment. La question du féminisme, la question de l'antiracisme, qui sont d'ailleurs pas complètement réglées et qui sont toujours d'actualité. Mais disons que grosso modo, on pouvait, au nom du combat principal, mettre de côté toutes ces questions-là. Aujourd'hui, on ne peut plus, heureusement. La question féministe est importante, la question antiraciste, etc. Reste une mise en exception de la question juive et de la question antisémite. Je donnerai deux exemples, mais on reviendra dans le débat. Par exemple, aujourd'hui, il est quand même acquis, dans la gauche radicale, on va dire, qu'il y a une espèce de légitimité à la parole des premiers concernés, pour aller vite. C'est-à-dire que peut-être les femmes sont un peu plus fondées à parler de leur oppression que les hommes, peut-être que les Noirs et les Arabes ont des choses à nous dire qu'il faut entendre et avec lesquelles on peut même être dérangé parce qu'ils ont un vécu qui est différent. Bref, il y a une légitimité nouvelle, je pense que ça c'est intéressant, même s'il peut y avoir après des outrances sur il y a que dont chacun peut parler que de soi. Bon. Pour les Juifs, non seulement ça s'arrête, mais ça se renverse. C'est-à-dire que les Juifs qui parlent d'antisémitisme sont suspects. La subjectivité juive est suspecte. Ils sont les moins qualifiés pour en parler. Je pourrais donner des tas d'autres exemples. Ce qu'il nous faut comprendre, et là je ne vais pas pouvoir développer, j'écris un deuxième livre issu d'une thèse de 800 pages sur l'antisémitisme, je ne vais pas pouvoir vous résumer la chose en 3 minutes. Je peux juste dire peut-être deux choses. L'antisémitisme est d'abord un discours. C'est toujours le même discours. Il n'y a pas d'antisémitisme de gauche, de droite, musulman, machin. C'est pas vrai. Il dit toujours la même chose. Il dit que les Juifs dominent le monde. Ce mythe meurtrier, parce que c'est un mythe meurtrier qui implique la légitime défense, ce mythe meurtrier a déjà beaucoup tué. C'est en son nom qu'on a tué 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. L'extraordinaire réalité de la Shoah n'a pas constitué un démenti à cet imaginaire. Pire, il a continué après la guerre et il est encore aujourd'hui dans tous les discours antisémites. Si on dénonce l'antisémitisme d'une manif pro-palestinienne, on est du côté d'Israël. Si on dénonce l'antisémitisme des Gilets jaunes, on est du côté du privilège. Si on dénonce l'antisémitisme des manifs anti-vax, on est avec Macron. Bref, on est toujours du côté du pouvoir. Et tant qu'on n'aura pas eu une vraie réflexion collective sur ça, l'antisémitisme, c'est de dire que les Juifs dominent le monde, on ne pourra pas réellement avancer ensemble. Voilà ce que je voulais dire succinctement. Merci beaucoup. Emmanuel Sanders.
qui est membre de l'organisation Jeunes Juifs et Juifs d'Adolphe-Sonner, mais il va se présenter, mais par gentillesse, il se présente aussi, et je lui donne la parole. Merci, bonjour à tout le monde. J'ai pas une habitude très, très grande de parler en public, ça va me prendre une seconde. Avant de commencer, je veux dire que je pense que c'est important qu'à terme on ait des débats entre nous qui soient bienveillants. Je voudrais vraiment qu'on puisse éviter les invectives entre nous, je pense qu'on en a besoin, et également éviter les provocations, Michel, pour typiquement placer des sujets qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui et qui sont polémiques. Je pense que c'est inapproprié. Je pense pas que tu as cherché à faire mal, mais en tout cas, je pense que c'était vraiment pas le moment de le faire. Et je regrette que des personnes aient dû partir, des personnes que j'apprécie, donc évidemment ça me touche, mais que des personnes aient dû partir à cause de ça. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc je reviens en 2012, les attentats de Zara Hatorah. Les Juifs de France ont vécu à un moment donné un tournant dans ces années-là, et cet événement a marqué particulièrement les choses. Ça a été un événement marquant, y compris pour le groupe juif et juifs révolutionnaires, puisque ça a contribué à faire naître ce mouvement. On sentait qu'il y avait besoin que quelque chose de nouveau émerge. Il n'y a pas eu de mobilisation de masse, tout ça, ça a été dit. Et pour moi, personnellement aussi, ça a été un moment fondateur, donc pour comprendre le fonctionnement de l'antisémitisme et comprendre ce qui se passait dans notre pays. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé, comme ça a été dit, face à une personne. Au tout début, on ne savait pas qui c'était. Il n'avait pas été retrouvé tout de suite, le tueur. Et puis, les gens commençaient à se dire, tiens, il s'est attaqué à des militaires, il s'est attaqué à des juifs, ça doit être un nazi. Et puis, on s'est rendu compte que, peut-être qu'on pourrait le comparer à un nazi, mais n'empêche que ce n'était pas un nazi habituel, en tout cas. Puisque il n'était pas issu de l'extrême droite traditionnelle, il avait un parcours différent. Et ça a posé un gros problème pour la gauche, pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Aujourd'hui, je me demande en fait si on a une grille pour analyser, si ça se reproduisait aujourd'hui, est-ce qu'on arriverait à analyser ça ? Je pense que c'est la question qu'il faut qu'on avance, sur laquelle il faut qu'on avance. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais je pense qu'il faut aller au fond des problèmes. On est un petit peu coincé dans tous nos débats qui concernent l'antisémitisme entre des pôles qui nous enferment, entre le récit nationaliste français qui convient bien à la bourgeoisie, qui exclut et qui instrumentalise les juifs dès que c'est possible, et de l'autre côté un récit qui est classique à gauche et qui exclut et qui instrumentalise l'antisémitisme. Au milieu de ça, c'est difficile pour les juifs d'avoir une place. Il y a une plaque commémorative au square Charles de Gaulle qui a été mise par François Hollande. Il y a une journée de commémoration contre le terrorisme qui a été mise en place, je crois, par Macron récemment, il y a quelques années. Ça commémore les victimes du terrorisme, cette plaque comme cette journée. Les victimes du terrorisme en général. Il n'est pas fait mention de l'antisémitisme des attentats. C'est évidemment pour cette partie pour l'État, c'est l'occasion d'avancer sur son agenda national sécuritaire, et la gauche a raison de se mobiliser contre cela. Mais souvent, la gauche voit l'occasion de taper sur les musulmans, voit que c'est une occasion de taper sur les musulmans et ne voit que cela. Je pense en particulier au communiqué du CCIF qui était sorti juste après les attentats, qui voyait et puis comme le disait Marwan Mohamed à ce moment-là, le seul vrai problème serait que derrière il puisse y avoir des attentats ou des agressions anti-musulmans. Il nous manque de la complexité. On a besoin de voir que le racisme il s'exprime aussi au sein des minorités. Il s'exprime partout parce qu'il est en nous, il vient pas seulement de l'État qui apporte, qui diffuse le racisme, mais il vient aussi de nos cultures, il vient de nos religions, il vient de tout un tas de choses, en particulier pour l'antisémitisme, qui existe depuis très longtemps dans le monde chrétien et dans le monde musulman. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Mohamed Merah naisse ?
Comment est-ce que c'est arrivé? En fait, c'est arrivé en même temps que plein d'autres choses. C'est une rencontre entre le djihadisme d'un côté. Le djihadisme, c'est une idéologie qui, pour Mohamed Merah, a été apprise un peu sur le tard, hein, c'est un ancien délinquant. Et puis, c'est une idéologie qui s'appuie sur sa haine, qui s'appuie en général sur la haine que les gens ont, et qui s'appuie aussi également sur l'antisémitisme religieux qui existait dans la famille de Mohamed Merah. Tout ça mélangé avec le soralisme. Je vous appelle ça le soralisme, on peut appeler ça autrement, enfin je pense que vous voyez tous de quoi je parle. C'est l'antisémitisme français traditionnel, revisité, remis au goût du jour au début des années 2000, qui est un vaste mélange de complotisme, de haine, et qui, couplé au djihadisme, mélangé, ont permis de faire en sorte que se mélangent les choses chez Mohamed Merah. Il faut que je conclue déjà? D'accord. Ok. Ok, il n'y a pas de problème, je vais conclure. Je veux juste dire, donc, pour conclure, que je me demande si ça va mieux aujourd'hui. Est-ce qu'il y a moins d'essentialisation des Arabes, des musulmans, en disant, ouais, ce sont forcément des victimes à soutenir quand il y a un problème? Je pense que oui, je pense qu'on a évolué. Je pense que sur la question du conflit israélo-palestinien aussi, il y a plus de subtilité qui existe dans les débats. Peut-être que c'est une vue de l'esprit, mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui ont avancé. Évidemment, on n'attend rien de la droite, mais dans le récit majoritaire à gauche, je trouve que par contre, le problème n'a pas évolué. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui un récit majoritaire à gauche de Hollande avec le monde, mon ennemi c'est le monde de la finance, Mélenchon, le financier contre le musulman. Tout ça, en fait, ce sont des imaginaires qui ne sont pas antisémites en soi. C'est bien clair, c'est pas antisémite en soi. Par contre, ce sont systématiquement des portes ouvertes à une vision du monde qui amène à l'antisémitisme si on n'y fait pas attention. C'est pour ça que, pour les juifs et les juifs révolutionnaires, c'est important de voir et de se dire, tant qu'on ne s'attaque pas vraiment aux racines du capitalisme, on n'avancera pas. On sera prisonnier de ce que, Michel, à quoi tu faisais référence, c'est-à-dire, dès le début, le mouvement ouvrier a été empli d'antisémitisme, et notamment par ces théoriciens. Je ne connaissais pas l'histoire pour Fourier, merci. Et l'émancipation de toutes et tous, ça passera par le débusquage de tous ces errements qu'il va falloir aller chercher. On a besoin de se former, on est plein à gauche, il y a plein de gens qu'on connaît à gauche qui ne connaissent rien du tout à l'antisémitisme, qui n'arrivent pas à reconnaître l'antisémitisme quand il s'exprime, et on a besoin d'aller chercher, d'aller faire en sorte que tout le monde puisse le reconnaître. Et voilà. Et une dernière chose, je veux dire que j'ai l'impression qu'à chaque événement politique national ou international, indirectement, il y a des questions liées à l'antisémitisme qui se jouent. Il y a une utilisation soit de l'antisémitisme, soit des juifs directement, et ça crée des lignes de fracture un peu nouvelles à gauche. Je pense que l'état de la gauche aujourd'hui, qui est catastrophique politiquement, c'est aussi lié aux questions d'antisémitisme. Ça ne veut pas dire que c'est la question centrale, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est intriqué à chaque fois dans les différentes questions qui divisent à gauche. Et que ça va être une clé aussi pour faire en sorte de reconstruire une gauche qui soit claire contre l'antisémitisme, qui soit claire contre tous les racismes. Merci. Merci infiniment. Nous avons une bonne heure de débat, puisqu'après nous partirons tous ensemble, toutes et toutes ensemble, à la manifestation, à la marche contre l'antisémitisme, première de ce genre. Alors, pour essayer un tout petit peu de structurer la discussion, je vous propose d'abord de la séparer en deux. Une première, peut-être, premier tour sur l'analyse de ce qui s'est passé en 2012. Témoignages, explications, comment est-ce qu'on a vécu les événements, pour ceux d'entre nous qui étaient déjà actifs en activité, comment en effet ce qui a été dit sur l'espoir presque, si je puis dire, que ça soit un soldat nazi qui ait commis les attentats, puisqu'il y a eu cette idée dans un premier temps que c'était un type des parachutistes de Montauban. Et d'ailleurs, on a défilé en criant « Place de la République, dans ce pays, ce sont les Arabes et les Juifs qu'on assassine », jusqu'à la découverte de qui était le... Et deuxièmement,
Après, on discutera sur l'évolution de la situation depuis 2012, c'est-à-dire la vague d'attentats et de crimes antisémites qu'il y a eu, 2015, puis les autres, et est-ce que quelque chose a changé aujourd'hui? On essaiera de conclure là-dessus. Je rappelle que l'idée centrale du RAR, organisateur de cette journée, c'est de lutter contre l'antisémitisme, c'est deux principes, lutter contre l'antisémitisme d'où qu'il vienne, et même si ce sont des gens, entre guillemets, proches de nous, nous ne détournons pas le regard, nous ne faisons pas semblant de ne pas avoir entendu, parce que c'est des gens qu'il faudrait ménager. Le deuxième principe, tout aussi important peut-être, c'est que nous réinsérons la lutte contre l'antisémitisme au sein de notre combat d'ensemble contre tous les racismes, car l'antisémitisme en fait partie. Alors donc, si vous voulez bien, on va prendre un premier tour autour de 2012. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les uns et les autres ont vécu ça? Oui, peut-être voir qui prend la parole, oui, demande la parole et bien sûr. éventuellement donner le micro. Tout à fait, tout à fait. Juste avant, donc, nos amis de Solidaire nous ont prêté la salle, mais ils ont aussi préparé du café. Si jamais ça vous dit, on a ici. D'accord, à la fin du débat. Et là-bas, il y a quelqu'un. J'ai pas besoin de micro. Si, parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Oui. Pitié pour les sourds. Non, et pour l'enregistrement, on va venir. Et si tu veux bien, si ça ne t'embête pas, Philippe, juste te mettre là pour que tu puisses être filmé. Donc, C'est un film en fait. comment? Tout est filmé, hein, je vous le dis. Non, alors, ne pas ménager certaines personnes. Je voudrais dire deux choses. Moi je suis à Bora et je suis militant syndical. Enfin, je suis retraité et je suis militant à Solidaire. Et je fais partie de ceux qui voulaient qu'on nomme dans les tracts, dans les textes qu'on a rédigés, qu'on nomme l'assassin, qu'on lui donne un prénom, son nom, parce que son identité, sa religion, et il s'avère qu'il s'appelle Mohamed Merah, qu'il est musulman, et que cette catastrophe-là, qui m'est tombée sur la tête alors que moi j'ai un rapport extrêmement distancié avec cet univers, a fait que le soir, enfin dans la nuit où ce crime a été commis, je fais partie de ceux, avec d'autres camarades militants d'origine musulmane, qui n'ont pas dormi de la nuit, en pensant effectivement, pourvu que ce soit un facho, pourvu que ce soit un nazi. Or, le lendemain, ça a été Mohamed Merah. Oui, non mais, attends, pour toi j'aurais quelque chose à te dire, si tu continues dans ce sens-là. Et donc, en tant que militant, parce que j'ai des responsabilités syndicales, j'avais des responsabilités syndicales assez importantes, j'ai travaillé dans un centre de tri où il y a une dizaine d'ethnies différentes, entre guillemets, avec effectivement le fort contingent, la puissante minorité algérienne, la puissante minorité musulmane. Et je puis vous dire que tout ce qui a été relatif au complotisme, à la difficulté, nous avons vécu un enfer. Il n'y a pas un seul militant syndical, parce que ce que ne comprennent pas la gauche radicale, ce que ne comprend pas la gauche radicale, en général, c'est qu'il y a aujourd'hui toute une génération de jeunes militants issus de l'immigration qui arrivent à une certaine, qui rejoint la politique, qui rejoint le mouvement syndical, et c'est une bonne chose, et qui a été traumatisé par cet événement-là. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ton intervention. Parce que, effectivement, je fais partie, comme toi, des gens qui ont espéré que c'était, que ce fut un fascisme. Et c'est pas le cas. Et donc, je voudrais dire deux choses sur, après, on va pouvoir revenir. Hier soir, j'avais une soirée. Hier soir, j'étais aux cuisines, j'avais une soirée festive. Il y avait deux militantes du NPA.
une militante qui est prof de français à Nancy, qui est prof de français, hein, qui a été admis à l'oral de l'agrégation. Je leur ai demandé de venir à cette journée aujourd'hui. L'une d'entre elles, bon, elle n'est pas très politisée, l'autre l'est beaucoup plus. Elle est au Magistère. Elle me dit, mais comment se fait-il que tu es toujours fourré avec des juifs? Comment se fait-il que tu sois toujours fourré? Alors bon, c'était entre fromage et bistec. Ça se passe toujours entre fromage et bistec. Après, avant, il y avait des chuchotements. Donc, on s'est engueulé, effectivement, et c'est pas une musulmane, hein, c'est de bonne petite française, de l'ouest de France. Bien. C'était la catastrophe. Donc, alors, avec l'idée, qu'est-ce que c'est ça, bon, je peux lui faire, hein, enfin bref. Voilà les catastrophes dans lesquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc, voilà, c'est 2 éléments que je tenais absolument à dire avant de commencer le débat. Avant de commencer le débat, c'est dans le débat. Je vais boire un café. Voilà, tu as gagné ton droit à prendre un café. Sur 2012, personne... Moi, je vais dire un mot, puisque... Tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. 2012, ça a commencé par l'assassinat des soldats. Spontanément, beaucoup de gens se sont retrouvés place de la République. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, sans trop savoir quoi faire. Il y avait des organisations politiques, plus ou moins, qui étaient là, dont un candidat à la présidentielle actuelle. Et on a commencé à manifester sur le boulevard Beaumarchais avec ce mot d'ordre. En France, c'est les Juifs et les Arabes qu'on assassine. Et puis, on ne savait pas très bien ce qui se passait. Et d'ailleurs, par exemple, on a publié des articles. Moi-même, j'ai publié des articles. C'est pas moi qui les ai écrits, mais j'ai pris la responsabilité de publier un article sur un site qui partait dans cette hypothèse que c'était un attentat d'extrême droite. Il faudrait se replonger dans la presse de l'époque, mais ça a été extrêmement fort, puisqu'il y avait cette histoire de Montauban, où il y avait un régiment de parachutistes dans lesquels des néo-nazis avaient été pris en train de poser, etc. Et puis est arrivé l'événement lui-même. L'événement, l'assassinat de ces enfants, enfin, l'attentat de l'école juive, nous a proprement sidérés. C'est-à-dire, on ne savait pas ni quoi dire, ni quoi faire, ni comment comprendre cet événement. Et en effet, j'ai lu tout à l'heure un texte, ce qui a dominé dans le débat à l'époque, c'était la tentative de comprendre ou d'anti-comprendre ce qui s'était passé avec la police. Pourquoi ils l'ont tué, comment, comme ça, enfin, tout un univers semi-policier, semi-conspirationniste, puisqu'on a dit, oui, Mera avait voyagé, il avait même été en Israël. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, quand on a évoqué les services secrets, c'était pas simplement les services secrets français. Il y a eu des hypothèses complotistes extrêmement fortes sur le fait qu'il aurait été lié au Mossad, qu'il était un agent, enfin bref. Tellement, c'était la traduction du fait que l'événement apparaissait tellement hors de la réalité, si je puis dire, qu'il ne pouvait pas être vrai. C'était forcément quelque chose qui était mis en scène, etc. Et donc, très vite, ce débat s'est arrêté. Il y a eu en effet une manifestation silencieuse organisée par des organisations antiracistes à Paris avec quelques milliers de personnes. Mais c'est important de noter que c'était silencieux. Pourquoi? Parce que personne ne savait trop quoi dire. Il y avait une sidération. Et donc après, il y a eu, ce débat s'est plus ou moins poursuivi, mais centré sur Mera, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi, quel était son parcours, etc. Puis très vite, autour des djihadistes, de là où il avait été formé en Ariège, le clan de l'émir blanc, des frères Klein, etc. Enfin, toutes sortes de choses. Et puis après, sont arrivés très vite les attentats de 2015.
sont arrivés les attentats de 2015 très rapidement. Donc il y a eu un changement politique, puis est arrivé 2015, et en 2015 aussi, il y a eu 2 séquences, Charlie et l'hypercachère, qui n'est pas une prise d'otage. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours que c'est une prise d'otage. Il a commencé par tuer les gens, c'était pas une prise d'otage. Otage de quoi? Bon, bref, et où là aussi il y a eu toutes sortes de débats, et l'insistance a été sur Charlie et pas sur les Juifs. Et je continue. Juste peut-être pour relancer le débat, et passer à la suite du débat, je voulais dire 2-3 mots. D'une part, je pense que l'intervention de Philippe, qu'il a faite tout à l'heure, est très importante et très émouvante, et on a tous et toutes espéré qu'effectivement ce soit plutôt un fasciste, ce n'était pas le cas. Et je crois que son intervention reflète aussi ce que beaucoup de musulmans et de musulmanes ont. Exactement. Non mais j'interviendrai là-dessus. Néo-nazi. Mais attends, non. Par rapport aux questions c'est tout à fait juste. Bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas le problème. Donc la question, je crois, à se poser après ces événements et après le fait que plusieurs années après, les choses ne sont pas réglées comme on l'a dit, je crois que la question qu'il faut se poser, c'est comment, d'une part, comme ça a été dit tout à l'heure, le fait d'interroger celles et ceux qui souffrent de l'antisémitisme et de prendre en compte leurs paroles, ce qui n'a pas été fait par la gauche, notamment par la gauche radicale, et puis de penser les différents racismes, ce qu'essaye de faire le RAR, c'est-à-dire de penser qu'il y a de l'antisémitisme, qu'il y a de l'islamophobie, qu'il y a du racisme anti-rom, et de penser qu'il y a la possibilité, qu'il y a la nécessité de lutter contre tous ces racismes, mais à un moment donné précis, par rapport à un racisme précis, si une mosquée est attaquée, il faut avoir une manifestation par rapport au racisme contre les musulmans. Lorsque il s'agit des événements de Toulouse et de l'anniversaire des événements de Toulouse, il s'agit de l'antisémitisme, et il faut avoir une manifestation contre l'antisémitisme. Or, une bonne partie de la gauche rechigne, ce qu'exprimait un peu Albert tout à l'heure dans son anecdote, une partie de la gauche rechigne à manifester spécifiquement contre l'antisémitisme. Et je crois que là, il y a effectivement un effort à faire pour dire qu'il faut penser les antiracismes, il faut penser les différents racismes ensemble, mais il faut pouvoir les penser à un moment donné séparément, et l'antisémitisme en fait partie. Et ça renvoie aussi au fait que pour une partie de la gauche, les Juifs aujourd'hui, n'étant pas discriminés dans la société, comme le sont les Arabes, les Noirs, ne sont pas des victimes. Et ça, je pense que c'est très important de revenir là-dessus, c'est-à-dire que l'antisémitisme aujourd'hui fait effectivement des Juifs des victimes, et que ça n'est pas seulement une question sociale. Et je crois que de ce point de vue-là, ce que Jaurès disait au moment de l'affaire Dreyfus est extrêmement important. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Un mot, mais bon. Juste un mot rapidement pour reprendre ce qu'a dit Léa. Ce qu'a dit Philippe est très important. On l'a tous vécu. On a tous voulu que ce soit un fasciste d'extrême droite blanc. Et on a tous été effondrés par ça. Et je pense que les Arabes, Maghrébins, musulmans, comme vous voulez, de ce pays ont dû souffrir encore plus que les autres. Ça, j'en suis persuadée. Mais ce qu'il faut comprendre, parce que c'était un petit peu ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, c'est que de toute façon, Mera était un fasciste. Mera était un nazi. Évidemment. Parce que l'antisémitisme, c'est de toute façon, dans le langage ici, on va dire, c'est l'extrême droite. Voilà. L'antisémitisme, c'est toujours le même. Il est toujours d'extrême droite. D'ailleurs, c'est le plus court chemin vers l'extrême. On a vu tout le temps dans l'histoire, Doriot, Déa, Soral, Dieudonné, on a toujours vu cette bascule parce que l'antisémitisme est toujours réactionnaire. Et l'histoire de « ils sont pas discriminés aujourd'hui », tout ça, c'est assez faux. C'est parce que de toute façon, les Juifs sont vécus comme étant du côté du privilège.
leur élection, ils ont pris la place des autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais l'antisémitisme étant un fascisme, tous ceux qui sont antisémites, quelle que soit leur origine, leur obédience, la couleur de leur peau, leur religion, sont évidemment du très mauvais côté, du côté du fascisme, c'est tout. Oui, bonjour, c'est une intervention courte, mais c'est simplement parce que je pense qu'il y a un autre flottement depuis tout à l'heure et que personne, enfin Emmanuel peut réagir, mais je trouve que, je ne sais pas si on m'entend bien, c'est très intéressant la chronologie des thèses antisémites pour comprendre un petit peu comment ça s'ancre dans la tradition française, c'est édifiant. Mais moi j'étais un petit peu choqué tout à l'heure quand on a parlé des Gilets jaunes et puis surtout de ADLNL, et je voulais pas qu'on puisse penser que, comme il n'y a pas eu de parole du public là-dessus, qu'on puisse penser qu'on cautionne ça en ne disant rien. Simplement, voilà, en plus on est hébergé aujourd'hui par Solidaire, qui est un mouvement féministe et qui a pas mal accompagné aussi les Gilets jaunes. Je trouve que c'est important de ne pas faire comme s'il n'y avait rien. C'est tout. Merci. S'il vous plaît, là. Oui. Dans ce cas, c'est peut-être pour ça que... Non, mais moi je comprends. La jeune femme qui a le bébé, elle a levé la main. Alors, Milena et puis qui d'autre? Il y a une jeune fille qui voit la main. Merci. Moi, je pense que c'est pas un à côté, parce que c'est une vraie question de penser le féminisme et la lutte contre l'antisémitisme dans le féminisme aujourd'hui. Donc moi, je pense que c'est pas du tout un à côté, bien au contraire. Et nous, dans notre collectif Juif Vénère, ça a été un point important de réflexion et de lutte à ce moment-là sur les trucs sur le truc sur Polanski. Au contraire, donc, je pense que c'est une question qui est importante. Les victimes, elles étaient juives. Et donc moi je pense qu'au contraire il faut complexifier et que là il y a eu pourtant une simplification, et notamment c'est ce qui a été fait déjà il y a quelques années avec des pétitions signées par plein de gens du cinéma en disant c'est parce que Polanski c'est un rescapé d'Auschwitz, en fait on ne peut pas l'attaquer. Mais au contraire, je pense que ça c'est hyper mauvais pour la lutte contre l'antisémitisme et pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles en plus dans les lieux de pouvoir. Et je pense qu'il faut vraiment complexifier. Et moi ce que je voulais dire c'est que le problème qu'il y a eu je pense dans le mouvement féministe à ce moment-là et dans la gauche, c'est une obsession et une focalisation sur les juifs riches dans le milieu du cinéma qui étaient violents et pédophiles. Et donc il y a une obsession là-dessus. On entendait que Weinstein, Epstein, Polanski, on entendait que des non-juifs. Ça c'est à penser. Et ça il faut repenser en disant ben voilà, il y a toujours une association des juifs au pouvoir, c'est comme ça que fonctionne l'antisémitisme. Et c'est pour ça que le mouvement féministe, comme la gauche plus large et comme fonctionne l'antisémitisme en France, était là-dessus obsessionnel. Et là il y avait un truc à faire. Par contre, aujourd'hui, un des modes d'action féministe importants, c'est le boycott des films, le boycott des productions faites par des violeurs et des hommes de pouvoir violeurs, etc. Et ça, c'est un mode d'action qui est utile, et c'est pas parce qu'on lutte contre l'antisémitisme qu'il faut lutter contre ces modes d'action-là. Et c'est pour ça qu'il a été attaqué. Donc il faut avoir au contraire un discours plus fin, un soutien, et parce qu'il y a quand même un problème, je veux dire, avant MeToo, la question des violences sexistes et sexuelles en France, elle n'était pas posée, il n'y avait pas une lutte contre ça, et là enfin ça apparaît. C'est un mode d'action des féministes de lutte contre la pédophilie, contre les violences envers les enfants et les violences envers les femmes en général. On ne peut pas, parce qu'on veut lutter contre l'antisémitisme, dire ah ben non, on n'est pas là. Au contraire. Et ce qu'il faut, c'est lutter aussi contre les violences faites envers les femmes juives et les minorités de genre juives. Il faut complexifier ça. Donc en fait, on lutte contre les violences, on lutte contre l'obsession sur que des violeurs juifs, parce que c'est pas le fait qu'ils soient juifs, le problème c'est la question de pouvoir et de sexisme, voilà, c'est tout. Donc en fait, au contraire, complexifions et faisons une vraie lutte féministe contre l'antisémitisme. Il y avait Anna. Non, mais si elle est... Bonjour, merci pour cet échange très intéressant. Moi je voulais juste rebondir sur quelque chose, mais peut-être que du coup ça m'est plus très... Désolée. Est-ce qu'on peut... non, je pense sur cette question justement, vous évoquiez, et je pense qu'on a été très très nombreux chez les juifs à
au moment de Mera, prier pour que ce soit un nazi blanc d'extrême droite. Mais effectivement, c'est ce que vous disiez, Brigitte Stora, et ce que disait aussi Philippe Chamek. Je sais aussi que de nombreux amis arabes musulmans ont ressenti cette même inquiétude, et c'est le cas d'ailleurs à chaque attentat. Cette mini-prière intérieure pour se dire pitié que ce soit pas encore quelqu'un qui se revendique. Et donc, je me pose aussi la question sur toute la dimension conspirationniste qu'il y a eu après. Aujourd'hui, avec du recul, je me demande si évidemment, il y a ceux qui sont dans le déni, dans le refus de cette solidarité-là, dans le fait de ne pas vouloir voir cette réalité-là. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi une part, en tout cas, ça me réconforte de le penser, de refus d'avoir à être assimilé à ça, et donc comment dire, je pense qu'en tout cas, dans ce conspirationnisme, dans cette idée de dire que ça n'était pas un musulman, en fait il était blanc, en fait il était envoyé par les RG ou je sais pas quoi, il y avait aussi cette envie de ne pas intégrer cette réalité dans l'antisémitisme d'aujourd'hui et dans toutes les questions. Voilà. En tout cas, c'est une question que je me pose et que je voulais partager avec vous. Sur les moyens de lutter contre l'antisémitisme, il y a certains militants de RAR qui ont fait une erreur politique, à mon avis. Je sais c'est le cas de Robert Hirsch. Je ne sais pas si ça s'applique au réseau dans son ensemble. Alors vous me corrigerez si ce n'est pas le cas. Mais il s'agit de la définition de l'antisémitisme faite par le IHRA. Ça c'est le sigle anglophone. Il s'agit de l'Alliance internationale pour le souvenir de la Shoah. Cette structure-là, il y a un intellectuel américain qui avait rédigé cette définition et elle a insisté lourdement que ce n'était pas dans l'objectif que ce soit traduit dans la législation de quelque pays que ce soit, que c'était un document de travail et de réflexion. Et immédiatement, en Amérique comme en Europe, plusieurs gouvernements se sont précipités justement pour inscrire ça dans sa législation, malgré les désaveux de l'auteur. Et la définition qu'elle donne elle-même n'est pas si mauvaise. Je pense qu'on souscrit à peu près tous à cette définition qui parle de la haine des Juifs, de la discrimination et tout ça. Le problème, c'est que ça a été accompagné de 11 exemples. Et 7 de ces 11 exemples étaient en rapport avec la critique de la politique israélienne. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme que de critiquer Israël. Alors, le fait que Robert Hirsch, et peut-être l'horreur en tant que tel, souscrit à la définition de l'IHRA, de l'antisémitisme, je pense que ce n'est pas le meilleur document. Il y a un autre document bien meilleur en la matière, ça s'appelle la Déclaration de Jérusalem. Et la définition elle-même, c'est à peu près la même, presque mot à mot. Mais dans l'élaboration de la Déclaration de Jérusalem, il précise spécifiquement que toute critique contre la politique d'Israël ne relève pas de l'antisémitisme et que quand bien même qu'on soit antisioniste, ce n'est pas de l'antisémitisme. Maintenant, Macron a dit le contraire, que être antisioniste c'est une nouvelle forme d'antisémitisme. Et au dîner de Griffe, Jean Castex, il a fait le même, il a répété cette prétention comme quoi l'antisionisme serait une nouvelle antisémitisme. Je pense qu'il faut lutter contre ça. Il s'agit de la confusion entre une idéologie politique, une prise de position politique et une forme de haine raciale. Et souscrire à la définition de l'IRHA porte cette ambiguïté et cette difficulté. Donc je pense qu'il faut s'en éloigner. Non, monsieur d'abord. Après, il y a quelqu'un là-bas. Moi, je veux bien ici. Alors, il y a je me suis levée, la réflexion que je voulais faire, c'était sur l'interrogation de pourquoi il y a un angle mort sur l'antisémitisme dans le combat antiraciste. Et outre ce qui a été évoqué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le fait qu'on a du mal à penser que l'antisémitisme ne vient pas que de l'extrême droite au sens restreint, etc. Je pense qu'il y a eu récemment une focalisation sur le racisme dans son aspect institutionnel, mais au sens restreint du terme, dans les mouvements antiracistes récents, et que ça a pu créer un problème. C'est-à-dire que, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu,
c'est en gros le vrai racisme, c'est pas le racisme moral, interpersonnel, les insultes, etc. C'est le racisme institutionnel, mais au sens de mis en œuvre par les institutions comme la police, par l'État, la discrimination au logement, etc. Ça, c'est le vrai racisme. Et ce que pensent les uns et les autres, c'est pas du vrai racisme. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il y a une difficulté à penser l'antisémitisme comme racisme, parce que aujourd'hui, il y a moins cet aspect voilà, moi c'est un truc que j'ai entendu 20 fois, les juifs se font eux-mêmes avec une kippa, se font pas contrôler par les flics dans la rue, etc., etc. Et donc je pense qu'il y a un enjeu, c'est de redéfinir ce que ça veut dire racisme institutionnel, ce que c'est quelque chose que j'aime bien à chaque fois dans les communautés, notamment des JR, c'est que l'antisémitisme c'est institutionnel, au sens où c'est intégré dans le récit national français. C'est pas juste une histoire de pensée interindividuelle. Et donc, voilà, la focalisation qui, je pense, dans le moment antiracisme général, a été très bénéfique sur le fait qu'on remette enfin l'accent sur le racisme policier, le racisme gouvernemental, les lois racistes, etc., a fait que, voilà, on a un peu invisibilisé même des violences antisémites en disant bon bah c'est des gens, c'est pas des flics, voilà. Et il y a quelque chose d'ailleurs, je termine là-dessus. Du coup, cette partie du mouvement antiraciste qui a du mal à voir ça, on a l'impression qu'ils sont très soulagés quand il y a des choses comme les écrits de Darmanin, etc. Donc, ah voilà, ça c'est du bon antisémitisme de quelqu'un qui a été à l'Action française, qui vient de la droite réactionnaire, qui écrit un bouquin islamophobe et qui insère dans l'antisémitisme là-dedans, voilà, ça, là d'accord. Bon, oui, mais l'antisémitisme institutionnel, c'est pas que ça, et donc je pense que voilà, il y a quelque chose autour de ça, sur le rapport institutionnel au sens qui vient d'en haut, et institutionnel au sens qui irrigue la société, qui a pensé pour réintégrer le... Les modèles qui après on y a, puis derrière, oui, je trouve intéressant que notre camarade de l'UJFP ait parlé donc, de la définition de l'IHRA, qu'il a peut-être mal lu, parce qu'effectivement, il y a 7 exemples qui concernent Israël, parce qu'effectivement, qui concernent non pas Israël, mais le rapport politique qu'on peut avoir à Israël, parce que justement, on constate dans un certain nombre de pays des glissements de l'antisionisme à l'antisémitisme, ou l'utilisation de l'antisionisme pour faire de l'antisémitisme. Et ce que tu as donné comme exemple de la définition de Jérusalem, justement, c'est l'un des 7 exemples qui est pris dans le truc, c'est que dans les exemples de la définition de l'IHRA, et c'est justement de dire que toute critique vis-à-vis d'Israël ne doit pas être considérée comme de l'antisémitisme. Il est écrit noir sur blanc que critiquer Israël comme on critique n'importe quel autre pays ne peut pas être considéré comme de l'antisémitisme. Donc a priori, ça peut satisfaire comme ça me satisfait. Par ailleurs, on peut dire ce qu'on veut à propos de ça, mais on ne peut pas dire qu'il y a des lois en Europe qui ont servi, cite-moi un exemple d'un seul pays où ça a été utilisé comme une loi. En France, c'est ce qu'on a appelé la résolution Maillard. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un règlement, c'est une résolution du Parlement. Et cette résolution, c'est pas une loi. En revanche, ce qui est intéressant dans le fait que tu aies soulevé cet exemple, c'est que justement, toute la gauche s'est révoltée contre cette résolution Maillard et contre cette définition de l'IHRA, où moi je la trouve pas particulièrement intéressante, mais je ne vois pas comment on peut se mobiliser sur un truc comme ça, si ce n'est peut-être lorsqu'on a des pensées antisémites, comme on l'a bien dit. Alors, pour revenir sur le débat, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit sur l'antisémitisme, en gros, soit d'en haut, soit d'en bas. Et effectivement, sur le terrain, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup, même sans se poser spécialement la question d'antisémitisme. Si jamais on est avec des amis de gauche
et qu'on leur dit « Ah, d'ailleurs, je milite dans un mouvement antiraciste et contre l'antisémitisme. » Ah bon, mais pourquoi? Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Et en fait, pour revenir sur 2012, bon, moi j'étais loin encore de la question militante à l'époque, mais c'est vrai que j'avais eu le même élan, pareil que tout le monde, parce qu'en plus moi, mon père est musulman, donc j'avais ce truc-là de j'espère que c'est pas encore un musulman parce que la société est quand même islamophobe et que c'est très dur pour cette communauté-là. Et sauf que bon, là c'est du racisme d'en haut et systémique et que du coup, il n'y a pas à tergiverser 3 heures, quoi. Mais en fait, moi, la question que je me pose depuis 2012, c'est, et qu'on a vu émerger dans chaque mouvement social, et il y a des choses qui ont été dites sur les gilets jaunes, moi je ne les qualifierais pas d'antisémites justement. Ma question, c'est comment ça se fait que quand dans une foule, il y a quelqu'un qui crie mort aux juifs, qui est tout seul, isolé, qui va crier mort aux juifs, pourquoi il n'y a pas un cordon sanitaire à gauche, et même humain, mais bon, mettons juste à gauche, en tout cas, pour dire ça, tu n'as pas le droit de le dire. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve qui est plutôt l'impensé à gauche et qui est difficile, qui est difficile à mettre en place parce que j'ai essayé d'en parler avec d'autres amis qui sont loin de la question de l'antisémitisme et qui sont militants par ailleurs. Je pense que eux, même si jamais ils arriveraient à dire dans une foule, non, ça, tu n'as pas le droit de le dire, tu sors de la manifestation, etc., c'est vraiment pas quelque chose qui est partagé, quoi. Et donc, comment ça se fait qu'un juif aujourd'hui puisse pas se sentir dans un espace suffisamment safe pour aller, par exemple, à une manif, je sais pas moi, pour les droits des Palestiniens? C'est impossible. Pareil, aux Gilets jaunes, quand on leur dit, écoutez, il va falloir se remettre en question, parce que quand même, il y a pas mal de slogans antisémites, et que les raccourcis que vous faites sont très mauvais, quoi. Pourquoi on n'est pas écouté? Et au lieu de qualifier chaque mouvement, etc., d'antisémitisme, parce que c'est ce que font nos adversaires politiques, notamment à droite, qui utilisent l'antisémitisme comme pour jeter l'opprobre sur tout un mouvement, une contestation sociale, nous, je pense que c'est cette question-là qu'il faut réussir à se poser. Il y a une question dans la salle aussi. Il y a une question dans la salle. Alors, qui donc Léa. Oui, il faut continuer avec le Je voudrais dire 2 choses. D'abord, sur ce qu'a dit Milena tout à l'heure, effectivement, on ne va pas avoir des faux débats, etc. Sur Polanski, je me souviens que j'avais écrit 2 articles là-dessus pour dire clairement ce qui a été dit, c'est-à-dire ça n'est pas au nom de la lutte contre l'antisémitisme qu'on peut fermer les yeux sur la violence faite aux femmes, et ça n'est pas au nom de la violence faite aux femmes que l'on peut fermer les yeux sur l'antisémitisme. Et cette histoire-là, nous la déclinons à tous les niveaux. Ça n'est pas parce qu'on parle de l'antisémitisme qu'on doit fermer les yeux sur le racisme, ça n'est pas parce qu'on parle... Bon, c'est aussi le sens peut-être de notre réunion d'aujourd'hui et de ce petit groupe qui s'est créé, le RA, tous les racismes et peut-être tout aussi les oppressions. Nous n'avons pas à consentir à la mise en opposition, aux parts de marché, etc., qui aujourd'hui donc dominent. Ça, c'est une première chose. La deuxième, et là c'est vraiment... On est au cœur du débat, mais on ne va pas pouvoir le régler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme et comment y répondre? Alors, je suis vraiment désolée que le jeune homme ait entendu que je condamnais les gilets jaunes. Je n'ai pas dit ça, et je ne pense pas ça. Je ne pense pas que les gilets jaunes, les gens qui se battent contre les mesures sécuritaires de Macron, ceux qui sont en solidarité avec les Palestiniens, sont tous des antisémites et que ces causes sont toutes fausses. Loin de là. Et je dis même qu'à chaque fois, ce sont des minorités qui se sont exprimées. Le vrai problème, le vrai désastre, la vraie mélancolie pour les juifs et pour les autres, c'est pourquoi les autres ne réagissent pas, et c'est ce que vient de dire exactement la jeune femme qui vient de s'exprimer avant moi. Pourquoi on ne réagit pas? Je lance ça comme ça, encore une fois, parce que l'antisémitisme, ce ne sont pas des préjugés, ce ne sont pas des stéréotypes,
c'est une vision du monde. Et c'est une clé d'explication du monde. Et pardon, là aussi, les réflexions postcoloniales, etc., nous ont aidés. Parce qu'il y a des représentations qui continuent des siècles après à avoir des incidences sur le réel. Pour l'antisémitisme, ça dure depuis 2000 ans. C'est-à-dire que pour le dire d'une manière très résumée, le judaïsme a engendré, qu'il le veuille ou non, une religion, mais aussi une civilisation, le christianisme, qui, pour se fonder, a dû le récuser. Et l'antisémitisme, c'est la récusation permanente de cette origine-là. Et elle est au fondement de notre vision du monde. Alors elle n'épargne personne, elle n'épargne pas ni la gauche, ni je ne sais pas quoi. C'est une idéologie et c'est ça qu'il va falloir réfléchir et avancer. On va reprendre la salle, mais sachez, on l'avait dit dès le début, que les intervenants et intervenantes, évidemment, pouvaient, ils et elles aussi, s'exprimer dans le débat. Donc ne soyez pas fâchés quand on redonne la parole aussi aux intervenants et intervenantes. C'était convenu comme ça, pardon. Surtout s'ils sont mis en cause ou si on les a invités, c'est aussi pour ça. Donc, Martine, si tu veux bien donner la parole à la salle, puis on reviendra. Michel, etc. Léa, Robert. non, mais elle d'abord, après ici, après là-bas, et Michel aussi qui Du coup, excusez-moi, le débat est un petit peu, voilà, on passe un peu du coq à l'âne, mais j'avais l'impression qu'on commençait à arriver un peu à quelque chose dans la discussion, finalement, dans la caractérisation de l'antisémitisme, de ce qui s'est passé en 2012, et de pourquoi ça a été un moment un peu, non seulement marquant, on va dire, pour les subjectivités juives et militantes de ce moment-là, mais aussi parce que ça a permis, enfin notamment à moi dans mon parcours personnel, de réfléchir à des cas d'analyse et à ce qui se jouait à ce moment-là. Alors tout ce qui s'est passé, disons qu'on a plein de séquences en fait dans l'antisémitisme contemporain, puisque de ce qui s'est passé entre 2012 et aujourd'hui, en fait, est énorme. Enfin, il s'est passé énormément de choses. L'antisémitisme en France et ailleurs ne cesse de muter à vitesse grand V. Et je trouve que, enfin, moi, c'est un peu mon regret par rapport aux discussions d'aujourd'hui. On a l'impression que c'est une sorte de trope atemporelle et multiséculaire, ce qui est vrai par ailleurs. Mais je trouve qu'on gagnerait, voilà, à caractériser la manière dont, non seulement dont cette idéologie nous affecte précisément dans nos parcours, dans notre vie quotidienne, mais aussi sa capacité de réplication et de mutation à vitesse grand V ces dernières années. Je suis partie sur un... Non, mais en fait, j'avais envie de continuer dans la direction un peu que tu avais tracée, et j'ai fait un grand circuit, excusez-moi. Moi, il me semble que le point, disons, un peu plus théorique que tu as soulevé est quand même l'enjeu central, parce que ça a déterminé beaucoup de choses en termes de segmentation des milieux militants, des idéologies et des réponses aussi, et des capacités de réponse de la gauche radicale à l'antisémitisme. C'est-à-dire cette idée qu'il y aurait une rupture radicale entre l'antisémitisme et les autres formes de racisme, avec ce signifiant qui, à mon avis, a été utilisé de manière complètement fétichiste par la gauche antiraciste, à savoir systémique ou institutionnel, avec l'idée donc effectivement que l'antisémitisme, parce qu'il n'est pas un racisme émanant directement de l'État, est finalement un non-racisme ou un espèce d'ovni, alors que bon, pour le coup, il faut quand même rappeler qu'effectivement l'antisémitisme a une histoire plus que lourde, donc c'est un petit peu comique de se faire renvoyer à la gueule que l'antisémitisme est finalement une sorte de nuage un peu indéterminé, on ne sait pas trop ce que c'est, une non-question ou voilà, quelque chose comme ça. Alors de ce point de vue-là, moi il me semble que
ce qui s'est passé depuis les Gilets jaunes a quand même représenté une mutation, non seulement parce qu'il y a des personnalités et des groupes qui se sont politisés et se sont organisés, disons, des subjectivités à la fois juives et militantes qui se sont organisées autour de l'antisémitisme, et il me semble que ça c'est quand même pas rien. Et d'un autre côté, on est aussi passé à des changements d'échelle en fait, en termes d'expression de l'antisémitisme dans l'espace public, dans les mouvements sociaux. Et moi, je crois que la question des Gilets jaunes, elle mériterait qu'on y revienne d'une manière assez subtile, parce que c'est vraiment un cas d'école en fait, d'un antisémitisme qui précisément est un antisémitisme par le bas, où la question n'est pas de savoir est-ce que machin est antisémite, ou même est-ce que finalement les Gilets jaunes étaient antisémites, mais pourquoi et comment à l'instant T, l'antisémitisme a pu, au sein d'un mouvement comme les Gilets jaunes, s'exprimer avec autant de vigueur et de relâchement. Enfin, je veux dire, on était, donc par rapport à ce que tu disais, Olia, moi j'ai été assez intensément engagée dans les Gilets jaunes pour plein de raisons. Et effectivement, quand on se retrouve dans une foule intensément prise par un slogan comme Macron, une quenelle dans ton cul, je veux dire, c'est pas une question de safe space, quoi. Enfin, c'est juste qu'on est dans la manif qui hurle ça. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà. Et du coup, j'ai l'impression que si on regarde ce qui s'est passé avec Mera et ensuite les attentats, et que d'un autre côté on a les Gilets jaunes en main, on a un peu les deux formes, les deux dynamiques en fait de l'antisémitisme qu'on se prend dans la gueule aujourd'hui, à la fois qui s'exprime sous une forme violente et on pourrait dire fascistoïde, c'est-à-dire des meurtres, et d'un autre côté, on a une sorte de rumeur qui passe par le bas, une idéologie qui n'est pas véhiculée par l'État, mais qui émane réellement de la société et particulièrement qui s'exprime avec particulièrement de décomplexion dans la société française. Et je crois qu'à partir de là, on pourrait, oui, être capable au moins de pouvoir le nommer et de s'y opposer, voilà, dans les séquences douloureuses et houleuses qui vont manquer de venir prochainement. Excusez-moi, j'ai été très longue. C'est pas grave, c'est juste pour souligner deux points. Un point souligné par monsieur que je ne connais pas, mais sur la question de l'utilisation du racisme institutionnel, systémique, etc., pour dire l'antisémitisme n'est pas là. Et je peux témoigner de ça dans ma section Ligue des droits de l'homme du 10e, 11e. C'est ce qui s'est passé. Et du groupe Travail sur le racisme, on m'a dit, mais non, nous on se focalise sur ça, pas sur l'antisémitisme. Et donc, impossible. Pendant 2 ans, on m'a après sorti du groupe. Voilà, impossible de dire, penser ensemble les deux choses. Parce qu'on était focalisé sur le racisme structurel, institutionnel, systémique, etc. Et ça donne des choses horribles, du type, on enferme des gens dans des boîtes, les gens hiérarchisés, dans des catégories. Et je l'ai vu la semaine dernière dans une pièce de théâtre forum. Voilà. Et l'autre point que je voudrais souligner, c'est à propos de la définition de l'IHRA. Qu'a dit quelqu'un, je n'ai pas de Daniel, pardon. C'est que c'est vrai qu'une partie des gens de gauche qui se disent critiques d'Israël et qui se disent des fois antisionistes en disant mais vous savez les bundistes sont antisionistes, c'est quelqu'un en particulier. Une partie des gens de gauche ont voulu dire mais avec cette définition, on veut nous interdire de critiquer Israël. Alors pour moi, ça ressemble à du Zemmour, on me censure, on veut même nous interdire de critiquer Israël. Cette définition, elle donne des verges pour se faire battre, parce qu'elle donne des exemples sur la critique d'Israël, éventuellement, mais elle dit aussi que toute critique d'Israël n'est pas interdite, pourvu que ce soit une critique comme une autre. Et donc, dans la dénonciation de cette définition, il y a une sorte de hargne qu'on retrouve dans la hargne à diaboliser Israël en général. Désolé. Juste, s'il vous plaît, oui. Simplement, sachez que l'heure commence à tourner. Regardez vos montres, ceux qui en ont. Donc, un peu. Non, c'est pas pour toi, Martine. Ah, fini. Terminé.
Termine. Vas-y. Mais simplement. Terminer mon propos en disant que je vous invite, je sais que la LDH a signé votre papier, votre document, mais à continuer à travailler avec la LDH et il va falloir le faire. Je ne sais pas qui sont Très bien. là, mais dans le 11e, on peut essayer de reprendre le sujet. Très bien. En plus, on est dans le 10e, alors. Monsieur Chamek, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, d'accord. Alors, je trouve que l'intervention de Léa, c'est vraiment le cœur du problème. Elle a vraiment bien décrit les choses. Parce que sur le racisme d'Oma, sur le lien entre Mera et les Gilets jaunes. Qu'est-ce que les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, en tant que militant syndical, je peux vous dire, c'est une défaite du mouvement syndical d'un certain point de vue. C'est une défaite parce qu'il faut bien le savoir, et donc c'est aussi pour ça qu'il fallait y aller. Pourquoi c'est une défaite? Mais parce que, je vais vous le dire, moi j'ai travaillé dans une grande entreprise publique, du service public, donc avec les syndicats, où les gens sont vertébrés, sont structurés, il y a des règlements intérieurs, il y a des syndicats, il y a des locaux syndicaux, et donc il faut quand même savoir que dans ce pays, 50% de la population, 50% des salariés travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Et que ce pays, et c'est une tradition d'ailleurs, ce pays est le pays des déserts syndicaux. C'est le pays et depuis longtemps. Et donc nous avons une difficulté. Et sur le racisme d'en bas, sur les racismes d'en bas, et en particulier sur le racisme spécifique et l'antisémitisme, il y a beaucoup de boulot. Parce que je peux vous dire, nous on a été obligés, dans notre local syndical, on a la chance, c'était le premier syndicat de notre entreprise, et donc tous les syndicats ont un local de 20 mètres carrés, eh bien on a été obligé de mettre des bulles, des bulles où on met, l'homophobie interdite, antisémitisme interdit, les racismes ça n'a rien, on peut parler des racismes. Le racisme cigane est le racisme le plus courant, le plus fourru, je veux dire. Donc on a ce type de choses. Et par contre, sur l'antisémitisme, il y a, il y a des trucs optimistes. Parce que c'est vrai que nous avons été, électrocutés par cette histoire de Mera, par cette histoire de l'assassinat cachère, de l'hypercachère. Vous vous rendez compte que au moment de l'hypercachère et au moment de l'attentat contre Charlie, bref, la patronne vient me voir en disant: est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on respecte la minute de silence? Mais attendez, bien sûr que oui, on ne va pas faire votre boulot, madame. Et donc on a été submergé aussi par les complotistes, par les idées complotistes, avec tout ce qui a été dit sur ce sont les sceptiques de ça, etc., etc. Sur le truc le plus optimiste, je peux vous dire que il y a dans notre structure, il y avait 4 Israélites. Il y avait 4 Israélites et les copains, et donc les blagues c'était putain, peu importe. Il y avait 4 Israélites et les gens disaient: moi aussi je vais au bled, je vais en Israël. Je vais au bled, je vais en Israël parce que c'est leur pays. C'est la question nationale aussi. Et donc vous aviez leurs collègues musulmans, eh bien, qui s'exclamaient de rire en disant: ouais, un bled, bon, d'accord. Donc voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, on a, comme l'a dit Léa, on a de quoi discuter sur ce qu'est aujourd'hui l'antiracisme, les racismes d'en bas. Et je crois que, pour en revenir à ce qu'a dit Léa, je crois que Léa a bien posé le point. Voilà ce que je veux Bonjour. Je voudrais essayer de réagir aux différentes interventions qu'il y a eu justement sur les racismes d'en bas, notamment sur les Gilets jaunes, et aussi donc, à des idées qu'a émises Brigitte, 2 idées principalement. D'une part, la spécificité de l'antisémitisme avec ce thème récurrent
des dominants, du pouvoir, enfin, bref, moi, finalement cette expression sur le socialisme des imbéciles, je pense qu'elle est quand même pas si inutile que ça. Et d'autre part, l'absence de réaction pour ne pas dire justement que la majorité des gilets jaunes ou des manifestants anti-vax étaient antisémites, mais que par contre ce qui a caractérisé ces manifestations, c'est l'absence de réaction des autres, de l'ensemble des manifestants, etc., le consentement aux ordres antisémites. Et il me semble que dans les deux cas, c'est-à-dire les gilets jaunes et les manifestations anti-vax, il y a eu un terreau dans la gauche radicale, peut-être aussi une difficulté d'une partie du mouvement syndical, des militants syndicaux, à réagir autour, je dirais, d'une forme de populisme. L'impression que tout ce qui bouge est rouge, et du coup une sorte de complaisance, si on prend les premières revendications des Gilets jaunes contre les impôts, le bon vieux poujadisme antifiscal à la française, contre les fonctionnaires. Si on prend les mots d'ordre des manifestations anti-vax, la revendication de liberté individuelle, l'égoïsme individuel, la méfiance contre la science, etc., il y a eu, tout ça, à mon avis, fait un terreau, constitue un terreau au complotisme qui lui-même fait un terreau à l'antisémitisme, mais a aussi fait partie des obstacles idéologiques pour qu'une partie de la gauche radicale, une partie peut-être de certains militants syndicalistes, soit tétanisée et du mal à réagir contre ces axes de mobilisation de ce qui était estimé comme être les petits contre les gros, le peuple contre les élites, etc. Et on voit bien où ça nous mène. Donc il me semble que ce populisme, qui est la rançon de toutes les défaites, comme l'a dit le copain, la rançon des échecs du mouvement syndical, eh bien, est en grande partie responsable de l'absence de réaction dont a parlé Brigitte. La tribune. Alors, Manu Tapon, puisqu'il doit partir. Oui, il est à la tribune. Il doit partir. Merci beaucoup. Non, mais en fait, j'allais dire des choses, mais en fait, tu as énormément résumé tout ce que tu as dit, ce qu'a dit Léa, ce qu'a dit Philippe, ce qu'a dit Daniel tout à l'heure. Donc voilà, c'est exactement ça. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur dire un tel est antisémite ou pas. Et il faut apprendre à reconnaître ce que c'est que l'antisémitisme, parce qu'en fait, ce qui pose aussi problème, la liste des défaites, effectivement, qui s'enchaîne, etc. Et du coup, en fait, on ne sait plus reconnaître ce que c'est que l'antisémitisme. Voilà, il y a... pour ceux qui sont intéressés, les JJR, on a un camarade notamment, mais on est plusieurs à organiser des formations. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter. Je dis pas ça pour faire ma promo, mais juste parce que je dois partir et que je pense que c'est intéressant dans le débat. Et voilà, je remercie tout le monde et à la prochaine. Très rapidement, parce que je voulais répondre à propos des gilets jaunes. Effectivement, je vais t'inviter à manger chez moi. Là. Les gilets jaunes sont divers. Et comme l'a dit le camarade tout à l'heure, c'est effectivement l'expression d'un échec du mouvement ouvrier. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur des gilets jaunes, des collectifs de gilets jaunes, le cordon sanitaire dont a parlé le camarade tout à l'heure est bien mis en place. Si vous prenez des collectifs comme Saint-Nazaire, Commercy et bien d'autres que j'ai suivis régulièrement, ils ont mis le cordon sanitaire, y compris jusqu'aux antivax. C'est-à-dire que ce que fait pas l'extrême gauche, ce que fait pas précisément ceux qui se sentent mal à l'aise par rapport à ce problème, à la base, il y a des gens qui sont parfaitement conscients de cette question. C'est pour ça qu'il ne faut jamais parler des gilets jaunes en général. C'est vraiment une diversité extraordinaire. Et moi, j'ai vu naître à l'intérieur des gilets jaunes, véritablement la naissance d'intellectuels. Bien. Quand nous parlons des problèmes des gilets jaunes, avant de passer la parole au gars, nous parlons de l'infiltration. Tout à l'heure, Léa a fait un acte extraordinaire en 2019. Il faut le dire et il faut le répéter. Elle s'est rendue à un rassemblement qui avait lieu au métro Ménilmontant, au moment où il y a eu le rassemblement Place de la République. Il y a eu un contre-rassemblement. Si, je vais en parler là. Il y a eu un contre-rassemblement qui était censé dénoncer l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme. Vous connaissez ça? On instrumentalise. Hein? C'est toujours comme... Il y a des gens qui ne peuvent parler de l'antisémitisme que pour en dénoncer l'instrumentalisation. Et Léa s'est rendue à ce rassemblement et a pris la parole.
malgré les obstacles et les tentatives de l'en empêcher, afin de dénoncer la non prise en compte de l'antisémitisme et de soulever tous les problèmes qui existent dans la gauche en général et peut-être chez les organisateurs de ce contre-rassemblement. Et nous lui en sommes reconnaissants car elle a posé non, mais elle a posé le même problème qu'elle a posé ici de manière plus théorique. Elle l'a posé de manière pratique, en action. Ce jour-là, c'était, je pense, le 19 février 2019. Et donc, on la remercie pour ça. Je vais vous donner un autre exemple avant de passer la parole. Le racisme et l'antisémitisme. À chaque fois que sur un drapeau, sur un tract, sur quelque chose, il y a marqué contre le racisme et l'antisémitisme, il y a toujours des personnes qui viennent dire « Ah gna gna, pourquoi est-ce que c'est à part l'antisémitisme de tous les racismes? Pourquoi vous le mettez à part ?» Et je sais d'expérience, car j'ai un certain âge, à 99,19%, les gens qui trouvent qu'il y a un problème à mettre à part l'antisémitisme, ça n'est pas pour des raisons qui ont trait au racisme, ce sont des gens qui ont un problème avec l'antisémitisme et qui trouvent qu'on en parle trop et que, d'ailleurs, je leur réponds souvent, si jamais on ne le mettait pas à part, je suis sûr que vous n'en parleriez jamais. C'est ça le vrai problème. Et d'ailleurs, on a vu même des gens qui se réclament du combat des Juifs dans un conseil municipal à Bordeaux demander que la question de l'antisémitisme soit retirée, que ça n'existe plus. Donc, il faut comprendre, il y a tous les aspects, antisémitisme d'en haut, antisémitisme d'en bas, tout ça c'est très intéressant et très important. L'antisémitisme d'en haut, il faut savoir quand même qu'il a donné ses fruits en France pendant la guerre, et qu'il y a une nouveauté. Je suis d'accord avec le fait que l'antisémitisme mute. On a cette nouveauté d'un candidat d'origine juive qui porte, qui centralise, qui radicalise la question de l'antisémitisme aujourd'hui en France, qui est suivi par tous les antisémites, tous les néo-nazis, et qui porte ce combat. Et voilà, personne n'avait imaginé que ça arriverait. Ça aussi, ça arrive. Et d'ailleurs, le RA essaye de combattre cela. Donc, antiracisme d'en haut, antiracisme d'en bas, mais au fond, la lutte contre l'antisémitisme, c'est une question politique aussi. Il y a ceux qui veulent l'assumer, qui sont capables de comprendre le cri d'alerte qui vient de juifs et de non-juifs, et qui disent « Attention, la gauche, depuis des années, a négligé cette question. Elle a laissé le champ à la droite. Est-ce que c'est normal? Non, ça n'est pas normal. Donc il faut qu'on agisse. C'est pour ça qu'on a créé le RAR. C'est pour ça qu'on va manifester, je ne sais pas combien on sera, mais il faut le faire, qu'on manifestera aujourd'hui dans la rue pour dire, 10 ans après Toulouse, nous sommes là et nous luttons contre l'antisémitisme au sein de tous les racismes. Et c'est pour ça qu'on continue à militer et qu'on vous invite à participer avec nous à ce combat. On n'a fait qu'aborder un certain nombre de choses, évidemment. Avant d'arriver au crime terrible de Toulouse, on avait eu 12 ans. 12 ans d'une parole anti-juive qui s'était libérée dans ce pays, de dieudonisation de l'extrême gauche, de consentement, le fameux consentement à tout ça, et on savait que ça se terminerait par des crimes. Il y avait eu Ilan Halimi, il y avait eu avant Sébastien Selam, et depuis 2012, on a eu d'autres assassinats. Ça a continué parce que les mots se transforment en actes. Ce qui a changé, c'est effectivement le moment quand même de l'hypercachère concomitant de Charlie Hebdo, une prise de conscience qui arrive. Elle est petite, elle est légère, elle est là aussi aujourd'hui, c'est clair. Ce sont des débats qui aujourd'hui commencent quand même à agiter les milieux de gauche. C'est une très bonne chose. Je crois que
Stéphanie a dit un truc très important. Évidemment que l'antisémitisme est lié aussi au consentement au populisme. Ça rejoint ce que disait Philippe sur cette dépolitisation et sur... voilà, l'histoire du consentement, de la domination, encore une fois. On n'est pas solidaire des gens qui dominent. On n'est déjà pas solidaire en général, mais alors ceux qui dominent ne sont pas, on n'est pas solidaire d'eux. Donc il faut bien arriver aujourd'hui à dire voilà qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme et à quel point ça a été dans l'histoire et ça l'est aujourd'hui et ça le sera toujours un barrage à l'émancipation. Merci. Deux choses. Oui, bon. Non, attendez, il a la parole, vous aurez la parole tout de suite après. Je vous le promets. Oui. Par ailleurs, il faut qu'on termine rapidement pour aller à la manifestation. Deux choses rapidement. Deux choses rapidement. D'une part, sur la question de la définition, le camarade a parlé de moi. Moi, je peux parler de la définition, etc., sur l'antisémitisme, mais sur la question, évidemment, Daniel a bien répondu. Il y a évidemment non seulement la possibilité de critiquer l'État d'Israël, mais je pense qu'il faut critiquer l'État d'Israël et sa politique. Simplement, le problème, c'est que quand il y a des expressions qui expliquent que la politique de l'État d'Israël met en danger toutes les sociétés dans le monde. Quand on a parlé des Gilets jaunes, quand dans le mouvement des Gilets jaunes, l'expression de complot sioniste mondial a été utilisée, ces expressions-là ne sont pas des expressions de soutien au peuple palestinien. Ces expressions-là renvoient tout simplement à la question d'un complot juif mondial, au protocole des sages de Sion, etc. Or, ces expressions-là existent jusqu'assez loin dans la gauche radicale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme tout le monde, je suis d'accord avec ce qu'a dit Léa sur cette question, sur les hiérarchies des racismes, etc. Et je ne suis pas le seul à être d'accord avec ce qu'a dit Léa, et on n'est pas les seuls, puisque Jean Jaurès aussi est d'accord avec ce qu'a dit Léa, parce qu'il n'est pas rien. Et je voudrais juste terminer en citant... alors Jaurès a été effectivement, comme l'a dit Michel, douteux au début de l'affaire Dreyfus, puisqu'à un moment donné, il expliquait que si Dreyfus n'avait pas été condamné à mort, c'est en raison de l'énorme oppression juive. Mais en 1898, lorsqu'il soutient Dreyfus, il a cette formule qui me semble extrêmement importante. Je la cite, ces trois lignes. En parlant de Dreyfus, il est innocent. Il n'est plus ni un officier ni un bourgeois. Il est dépouillé par l'excès même du malheur de tout caractère de classe. Il n'est plus que l'humanité elle-même au plus haut degré de misère et de désespoir qui se puisse imaginer. Et ça, je pense que c'est la meilleure réponse à tous ceux qui disent il y a ceux qui sont discriminés, ceux qui sont attaqués par l'État, et puis les Juifs, non, ils ne sont pas dans tout ça. Jaurès, à l'avance, a répondu, et Jaurès, à l'avance, comme Léa, a défendu le point de vue qui doit être ce point de vue de la gauche. Le seul point de vue de la gauche sur ces questions d'antiracisme, c'est le point de vue qu'a défendu Jaurès, et c'est le point de vue que défend le RAC. Non, Jaurès a d'abord défendu la République. S'il te plaît, Robert. C'est vrai. Jaurès a défendu la République. La République. Pas dans cette phrase, excuse-moi. C'est une mythification des personnes. La parole à monsieur. Il faut lui donner un micro, s'il veut bien, puisqu'il n'a jamais eu la parole. Il faudrait être stupide pour ne pas comprendre que l'extrême droite, aux dernières élections avec 11 millions de voix, ne tente pas de transformer l'essai. Donc il y a un ouvrage qui n'a jamais été cité, qu'on devrait conseiller quand j'avais 20 ans, un ouvrage qui n'a pas bougé d'un iota, qui s'appelle La psychologie naturelle de William, qui explique comment on peut penser de mettre au pas une population en désignant un tel. Oui, l'antisémitisme remonte à la nuit des temps. Oui, l'antisémitisme remonte à la nuit des temps. J'explique. C'est-à-dire que
Reich explique qu'il est impossible de savoir ce qui se passe dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, là, maintenant, en temps de guerre, vous allez voir les clivages qui vont se faire dans la société française. Je vous conseille, par exemple, d'aller au café et d'entendre « Ils l'ont bien cherché ». C'est très bien. Pour les Twin Towers, ah ben oui, l'Amérique, ils l'ont bien cherché. Samuel Paty, il l'a bien cherché. Pour ceux qui veulent faire de la politique et connaître l'histoire de France, par rapport aux Gilets jaunes, je suis un ancien délégué ferroviaire, délégué du personnel. En 1932, dans ce pays, il y avait le mouvement des chemises vertes. Les chemises vertes, c'était un mouvement de petits gens, des braves gens, parce qu'il y a des braves gens. Moi, je pense qu'il n'y a pas de braves gens. 400 000 en tête, chemise verte, abat les riches. Vive Mussolini, abat les riches. 400 000, en ordre serré. Alors, que Marine Le Pen ou l'extrême droite ait tenté au début de mettre un mouvement, oui, l'extrême droite est capable de dire abat les riches, et puis là, après on rajoute ce que l'on veut. C'est l'idée du ressentiment. Dans la population, c'est le ressentiment du mal vécu. Donc je vous conseille, pour comprendre les choses, de te dire vraiment c'est un chef-d'œuvre, c'est la psychologie de l'anticipation. Si vous n'êtes pas content, c'est toujours la faute à quelqu'un. Donc je ne prendrai jamais cramer un immeuble qui puisse aux Champs-Élysées ou ailleurs, avec des gens dedans, à caractère pour moi fascisant. On ne peut pas dire autre chose. Je me méfie dans les hommes politiques quand ils disent « ouais, Macron va te chercher ». L'extrême droite s'est cognée contre les flics et il y a une forme de romantisme dans la violence pour adhérer, faire adhérer la psychologie du manifestation, c'est-à-dire si vous avez des difficultés, il y a un contexte noir, etc. Donc chemise verte et la psychologie de masse du fascisme, petite collection Paillon. Chers amis, on est très largement en retard, on avait même dit qu'on arrêterait à 15h30. Mais l'intensité du débat, et maintenant il n'y a qu'une seule chose à faire, nous allons tous ensemble, et toutes ensemble, nous rendre place de la République pour retrouver les milliers de personnes qui nous attendent déjà là-bas. Quand vous allez sortir, je vous demande un truc, il y a une plaque commémorative de la, il y a une plaque commémorative tout de suite à l'impasse Chausson pour la rafle dite du BFR de mai 41, puisque ça s'est passé là. Chers amis, ne vous envolez pas, attendez-nous, on va partir tous ensemble. On va prendre des pancartes, etc. Vous pouvez aller aux toilettes et tout ce que vous voulez. Merci à tout le monde.